You're watching the award-winning WTOC TV, Channel 11, the Southeast news leader. You can hear it in the music. You can see it on the dance floor. They're here tonight for one reason, to kick off the Irish Festival. There's a little touch of nostalgia when you see something like this happening. It brings you back, and it's great. So brush up on your dance steps and get ready for a traditional good time. Harbour Town est une bourgade située sur Hilton Head, une magnifique île barrière au large de la Caroline du Sud. C'est un lieu de vacances, donc c'est très décontracté. Les gens viennent pour se baigner et pour faire du golf. La population fluctue au rythme des vacances scolaires. C'est vraiment un lieu de vacances typique. Harbour Town est un endroit adorable. C'est le rêve. Et les gens ne disparaissent pas là-bas. Their boat still sits in Harbour Town, but where are John and Elizabeth Calvert? That's the burning question for Sheriff P.J. Tanner and his investigators. We are looking for missing persons. The Calverts, we're looking anywhere and everywhere we can. John et Elizabeth Calvert faisaient partie de la communauté de Harbour Town depuis pas mal d'années. C'est une petite communauté du sud de l'île dans laquelle tout le monde se connaît. You don't want it to be true, and you think that maybe they have gone off on a little romantic escapade, but that is not the case. Tony Gibbous is the general manager for the Calvert's Mariners Club at Harbour Town. He hasn't seen or spoken to John or Elizabeth Calvert since Monday night. I've never known them to be out of contact. Liz was supposed to be at work in Savannah on Tuesday and didn't call in. And John and I had a meeting Tuesday morning and I couldn't contact him. Le chef de port adjoint m'a appelé pour me dire que ni Liz ni John n'étaient venus le mardi matin. Et je me suis juste dit que c'était bizarre. John Tatum, a partner at Hunter McLean, worked with Elizabeth for the past few months, ever since she came on as a partner. Liz was very reliable. Co-workers say her professionalism and knowledge is not something that can be replaced, and her absence is definitely affecting the people who knew her best. Donc, quand on s'est rendu compte qu'ils avaient disparu, l'un des employés du port est allé voir sur leur bateau. Ils avaient un yacht amarré à Harbour Town et ils habitaient dessus. John et Liz n'y étaient pas. Je n'arrivais même pas à concevoir la chose. Ils avaient disparu. John et Liz formaient un couple un peu étrange, car elle était extravertie et lui très réservé. Mais cette différence semblait fonctionner entre eux. Ils étaient très amoureux l'un de l'autre et heureux en mariage. Ils étaient originaires d'Atlanta et ils étaient venus sur l'île pour gérer le port de plaisance de Harbour Town, qu'ils ont ensuite racheté. Ils n'avaient pas d'enfants, mais ce travail, la gestion de la marina, c'était leur bébé. C'était tout pour eux. Et les gens qui travaillaient avec eux, c'était comme leur famille. C'est le 4 mars 2008 que leur disparition a été officiellement notifiée. Les disparitions étaient un phénomène très rare pour nous du côté de Hilton Head. It's a sight no one wanted to see at Harbour Town. Beaufort County deputy investigators looking for clues aboard the Calvert's yacht, and detectives with dogs searching around the boat and dock. Je me souviens très bien de ces rocking chairs rouges, où les gens venaient se reposer et lire leur journal. Et puis, il y a eu tous ces bateaux du bureau du shérif qui sont arrivés et que tout le monde observait. C'était vraiment, vraiment bizarre. On s'est donc rendu sur leur bateau pour voir s'il y avait des signes d'un affrontement quelconque, d'un crime qui aurait été commis ou de tout autre élément nouveau pour nous. Mais il n'y avait rien de tout ça.
Pas non plus de prospectus qui aurait voulu dire qu'ils étaient partis en voyage. Pas de lettres qu'ils auraient laissées. Tout avait l'air normal, comme s'ils s'étaient absentés, mais qu'ils allaient revenir. On a tout vérifié dans l'espoir d'obtenir des informations rassurantes. On a contacté la prison et les hôpitaux des environs, mais ça n'a rien donné. On a consulté les relevés de leurs téléphones respectifs dans l'espoir de déterminer leur emploi du temps. Mais ça a nécessité 2 jours. Pendant ce temps, les enquêteurs interrogent les amis et les associés du couple. La veille de leur disparition, la plupart de leurs activités s'étaient déroulées normalement. Liz était allée à son travail et ses collègues n'ont signalé aucun facteur de stress ce jour-là. Rien de particulier. Et pour John, c'était pareil. Rien n'indiquait non plus qu'il y avait un problème dans leur couple. Il n'y avait aucun signe de dispute ou de dépression. Tout avait l'air d'aller bien. En reconstituant l'emploi du temps du couple, les enquêteurs constatent que Liz avait rendez-vous la veille avec une amie, Ellie Titus. On a déjeuné ensemble, Liz et moi, ce lundi-là. Je suis agente immobilière à Savannah et on a discuté d'un projet d'investissement qu'ils avaient tous les deux. Il y a beaucoup de gens d'Hilton Head qui sont propriétaires à Savannah parce que ça fait long après le dîner pour rentrer en voiture sur l'île. On a surtout parlé de ça. Elle m'a dit aussi qu'elle avait rendez-vous ce soir-là avec son comptable, Dennis Gerwing. Dennis Gerwing gérait les finances du port de plaisance de Harbour Town. Il avait ses bureaux dans le Sea Pine Center, qui n'est pas loin de la marina à pied. On est donc allé le rencontrer pour tenter de comprendre ce qui s'était passé lors de leur entrevue. Il a dit aux inspecteurs que la réunion portait sur les finances du port de plaisance. C'était avant tout une réunion de travail. Selon Dennis Gerwing, les Calverts sont arrivés vers 18h et repartis une demi-heure plus tard. Il a dit à la police que la réunion s'était très bien passée. Puis John et Elizabeth sont repartis dans la voiture de John et sont allés dîner quelque part, a priori. Dennis a expliqué de son côté qu'il était rentré chez lui dîner et boire un verre de vin et qu'il avait passé une soirée normale. Les enquêteurs entreprennent alors de retrouver la voiture du couple, une Mercedes grise. On a envoyé un message à toutes les antennes de police locales. Et on s'est aperçu que John avait un GPS dans sa voiture. Au début, on était contents. On s'est dit, il a un GPS et s'il est branché, on va la retrouver. Mais il était éteint. Ça ne nous a pas permis de retrouver la voiture. Les enquêteurs contrôlent aussi les aéroports des environs. John et Liz avaient un avion qui était basé sur l'aéroport privé de l'île. On a contacté le petit aéroport en question. Et leur avion était bien là, fidèle au poste. C'était comme s'il n'avait jamais bougé. C'est alors que les enquêteurs font une découverte étonnante. On a constaté qu'un certain John Calvert avait décollé de l'aéroport de Savannah le 4 mars, c'est-à-dire le jour où leur disparition avait été signalée. L'avion se pose à l'heure à l'aéroport de destination, celui de Tulsa dans l'Oklahoma. Mais il n'y avait que John à bord. Or, Elizabeth avait elle aussi disparu. Où était-elle? On s'est dit, on tient quelque chose là. Where are John and Elizabeth Calvert? It's a question investigators are hoping you can answer. The couple's silver 2006 Mercedes E320 with the Georgia Tech license plate GT821B is also missing. Les recherches pour retrouver les Calvert se sont déplacées à 1500 km à l'ouest, à l'aéroport de Tulsa dans l'Oklahoma, un état où le couple ne connaît en théorie personne. Et pourtant, John a pris l'avion seul pour se rendre là-bas. Quand on a appris que l'un était parti sans l'autre, ça nous a un peu perturbés.
On s'est immédiatement demandé ce qui était arrivé à Elizabeth. Où était-elle, tandis que John prenait l'avion? Il fallait absolument mettre la main sur lui. Peut-être qu'il avait tué sa femme et qu'il s'était enfui. Les enquêteurs intensifient alors leurs recherches. La police l'a localisé. Mais ce n'était pas le John Calvert de Hilton Head. C'était un autre John Calvert, un homonyme. While the Calvert's friends pray the couple turns up safely, the investigation is back to square one. The FBI and South Carolina law enforcement officials have now joined the search. Still, no one has seen John or Elizabeth Calvert since Monday night, and their voicemails have gone unanswered. Cette disparition était vraiment un événement hors du commun dans notre communauté. Il en était question chaque soir aux infos. Et ça faisait tous les jours la une des journaux. Leurs amis et leurs collègues ne faisaient aucune difficulté pour nous parler parce qu'ils voulaient faire passer leur message. We've been missing them greatly, and it's been a very difficult time for all of us. And many close to the Calverts say it still doesn't seem real. Every day I look out the window and expect them to walk up this path. Ce n'étaient pas des gens qui étaient habitués aux caméras ni qui cherchaient à se faire voir. Ils essayaient de garder une contenance, mais en réalité, ils étaient paniqués. Il s'agissait de leurs amis ou de collègues de travail très proches, et ils avaient peur de ne jamais les revoir. La police concentrait une partie de ses efforts sur la voiture de John, qu'elle n'avait toujours pas retrouvée malgré toutes les recherches. C'était une pièce importante du puzzle. Un puzzle qui commençait à prendre forme. Investigators found the Calverts' missing Mercedes-Benz at a parking lot at Palmetto Dunes Resort area. La voiture était recouverte de débris tombés des arbres, ce qui signifiait qu'elle était là depuis assez longtemps. On avait peur de ce qu'on allait trouver dans le coffre. On l'a ouvert. Il n'y avait rien. Ça a été le soulagement. Mais la voiture n'était pas là pour rien. Les enquêteurs fouillent le reste de la voiture et font une nouvelle découverte. Le comptable nous avait dit que John et Elizabeth avaient repris leur voiture pour aller dîner. Mais il était évident qu'il n'y avait pas eu de passagers dedans, parce que sur le siège, il y avait des tas de choses, dont des gobelets. Personne ne se serait assis sur des gobelets ou des papiers. Il n'y avait eu qu'une seule personne à bord. J'ai remarqué des taches à l'extérieur. Elles étaient marron, ça pouvait être du sang. On en a envoyé un échantillon en laboratoire. En attendant les résultats, les enquêteurs interrogent le personnel de l'hôtel près duquel la voiture a été retrouvée. On voulait vérifier qu'ils n'avaient pas dormi ni dîné à l'hôtel. Et pour ça, on a consulté les reçus de carte de crédit. Mais ce n'était pas le cas. Et le parking n'est pas sous vidéosurveillance. Si bien que les enquêteurs ne peuvent pas savoir quand la Mercedes s'y est garée. Elle avait été retrouvée à 7 ou 8 km de là où on pensait qu'elle avait été vue pour la dernière fois. Comment la voiture est-elle arrivée là? Son conducteur avait-il un lien avec la disparition? On a commencé à soupçonner un crime. Meanwhile, investigators continue to search for John and Elizabeth Calvert, who have been missing since March 3rd. Il y avait des plongeurs partout dans la marina. Sous le yacht de John et Elizabeth, sous d'autres bateaux. Il y avait des chiens renifleurs aussi. Any break in the weather could provide a much-needed break for divers looking to continue their investigation. But it's difficult to stay positive when even the weather is not cooperating. Il est devenu évident qu'ils recherchaient des cadavres, pas nos amis. Soupçonnant un crime, les enquêteurs étendent leurs recherches.
On a décidé de fouiller des zones un peu plus reculées, c'est-à-dire de chercher dans des endroits que quelqu'un qui aurait voulu cacher un corps aurait pu privilégier. On nous a contactés pour nous dire que quelqu'un près de la plage avait senti une odeur nauséabonde qui pouvait être celle d'un cadavre. On a fouillé la zone, mais on n'a rien trouvé. On a bien senti l'odeur en question, mais vous savez, sur les plages, ça arrive que ça ne sente pas bon, avec les poissons en décomposition et tout ça. Puis un autre habitant les contacte. C'était quelqu'un qui habitait au bord de l'eau. Il disait que peu après minuit, le soir où le couple avait disparu, il avait entendu des coups de feu. La police fait le lien avec l'odeur nauséabonde et commence à entrevoir un sinistre tableau. C'était un vétéran de l'armée. Et il disait qu'il savait reconnaître des coups de feu. On sait que Hilton Head est une île très tranquille la nuit. Donc quand on s'est retrouvé devant cette personne qui nous affirmait ça, on s'est dit, ça vaut peut-être le coup de fouiller la zone. Mais on n'a pas retrouvé de cartouches ni quoi que ce soit dans ce sens. Ça ne menait nulle part. Les enquêteurs tentent toutefois de comprendre l'origine du mystérieux bruit. On savait que des feux d'artifice avaient été tirés sur la plage. Donc, ça donnait moins de crédit à la thèse des coups de feu. Je me souviens que certains des enquêteurs sont allés jusqu'à fouiller les poubelles. On voulait s'assurer que les corps n'avaient pas été jetés puis évacués. No one could imagine the search for John and Elizabeth Calvert would lead authorities here, to the small, quiet city of Jessup. Les ordures étaient transférées vers la décharge de Jessup, en Géorgie. La décharge était assez loin de tout. Mais les enquêteurs voulaient s'y rendre pour vérifier qu'il n'y avait pas d'indices là-bas concernant la disparition de John et d'Elizabeth Calvert. I ran into two locals who are finding this news very hard to believe. We don't have nothing really something like that usually happen up here. It was horrifying to me. On a passé la décharge au peigne fin, avec l'aide de chiens renifleurs. Les maîtres chiens les observaient pour voir s'ils trouvaient quelque chose. On pensait que leur corps se trouvait là, donc on a tout fouillé de fond en comble. Mais on n'a rien trouvé qui nous fasse penser que c'était le cas. With every day that we move forward, it diminishes the possibilities of finding the Calverts alive. L'enquête s'enlise à nouveau quand l'analyse des taches retrouvées sur la voiture ne livre que des résultats décevants. Ni sang, ni ADN, absolument rien. Quand on suit une piste et que ça ne mène nulle part, c'est comme un retour à la case départ. Mais on prend l'enquête très à cœur. On veut comprendre ce qui s'est passé, parce qu'il y a une famille qui attend des réponses. Mais alors que l'enquête semble être dans l'impasse, la police reçoit un appel téléphonique. Les services de police du nord du comté nous ont appelés pour nous dire qu'ils avaient été en contact avec une jeune femme qui avait des informations susceptibles de nous intéresser. Cette femme savait ce qui était arrivé au Calvert. It's as usual at Harbor Town, but the mystery surrounding John and Elizabeth Calvert's disappearance still puzzles many on Hilton Head Island. Des tas de gens avaient constamment des informations à communiquer au bureau du shérif au sujet de la disparition du couple. La police devait tout prendre au sérieux. Et un jour, ils ont reçu le témoignage de cette femme qui semblait différent des autres. On s'est assis et on l'a interrogée. Elle a tenu des propos tout à fait sensés au sujet d'une relation qu'elle entretenait avec un homme. Une relation extra-conjugale. Et l'homme lui avait avoué qu'il était un tueur à gages. L'homme s'appelle Frank Hargreaves et il aurait confié un lourd secret à la jeune femme. Son amant
lui a dit qu'il avait tué les Calvert sur l'île de Hilton Head et qu'il avait creusé un énorme trou au bulldozer et les avait enterrés dans son jardin. Et elle le croyait vraiment. Elle s'est soumise au détecteur de mensonges. Avec succès. On a alors lancé une opération secrète qui consistait à la mettre sur écoute. Angela Vians, I'm with the Beaufort County Sheriff's Office. It is 7:15 p.m. You're meeting with an informant. That's it. All right, that's it. On a organisé un repas entre eux au restaurant, en espérant qu'il allait à nouveau se vanter auprès d'elle de ce qu'il avait fait. Elle était là, raconte. Et il s'est mis à parler, et on a fait, et voilà. Ils ont discuté, et il a reconnu être un tueur à gages. Hargreaves explique ensuite dans les détails comment il a procédé pour ne pas se faire prendre. Park your car at the boat landing. You get on a boat. You circle around about 2 times. And you come up from here to those windows to the back of their house. Yeah, but you don't get it. Which house? Because they said that CNN, they don't have a house. They have a boat house. Les Calvert ne possèdent pas de maison à Hilton Head. Et la police n'a retrouvé aucune trace d'homicide sur leur yacht. Ce qu'il disait ne concordait pas vraiment avec ce qu'on savait. Est-ce qu'il disait la vérité? Les enquêteurs convoquent Frank Hargreaves pour l'interroger. On lui a dit ce qu'on savait, ce qu'elle nous avait dit et ce qu'on l'avait entendu dire. Et on a fini en disant « On va vous inculper pour meurtre. Mais d'abord, il faut qu'on parle. » L'homme nie avoir tué quiconque et livre la raison pour laquelle il a dit à la jeune femme qu'il était un tueur à gages. Il a dit « On fait des jeux de rôle. » Ça l'excite. Elle est très demandeuse. Et elle réagit très fort. Mais cet alibi ne convainc pas les enquêteurs qui vont vérifier si l'homme n'a pas enterré les Calvert dans son jardin, comme il l'a affirmé à son amante. On est allé chez lui, on a fouillé le jardin, tout. Mais on n'a rien trouvé qui nous fasse penser qu'ils étaient là. Rien du tout. Il a fait une déposition et il s'est lui aussi soumis au détecteur de mensonges avec succès. Et ils avaient une relation sexuelle un peu particulière, c'est tout. Ça s'arrêtait là. L'amante de Frank Hargreaves semble confondre réalité et fiction. La police décide de ne plus perdre de temps avec elle. C'est très agaçant, parce que vous pensez tenir quelque chose et en fait, non. Enfin, lorsque les téléphones du couple livrent leurs secrets concernant le jour de la disparition, ils apportent une bouffée d'oxygène à l'enquête. Grâce au listing, on a su que John avait utilisé son téléphone. Il a interrogé sa messagerie vocale à 17h28 ce jour-là. Et Elizabeth s'est servi du sien pour la dernière fois à 17h27. Et ils ne les ont pas utilisés après. Et c'était juste avant qu'ils ne retrouvent leur comptable, Dennis Gerwing. Les enquêteurs ont conclu que Dennis Gerwing est la dernière personne à avoir vu le couple vivant. Et ils espèrent obtenir des informations décisives de sa part. On a essayé de rétablir le contact avec lui. Mais entre-temps, il avait pris un avocat. La situation avait changé. Il avait décidé de prendre un avocat et celui-ci lui avait conseillé de ne plus rien dire du tout à la police. Jusque-là, il avait beaucoup parlé aux enquêteurs. Il a refusé toute coopération avec nous à partir de ce moment-là.
Les enquêteurs contactent alors ses associés. On voulait s'adresser aux gens qui, selon nous, le connaissaient le mieux. Et il se trouve qu'il y avait quelqu'un qui était associé à 50% avec lui. Les enquêteurs interrogent donc un certain Robert Ledbetter pour savoir s'il a eu affaire au Calvert le 3 mars au soir. L'associé affirme que non. Ce soir-là, il avait transporté des meubles avec son fils. Il nous a dit qu'il avait emprunté une camionnette pour transporter des meubles depuis une remise où ils étaient entreposés jusqu'à une habitation. Et pendant ce temps-là, Dennis Gerwing avait rendez-vous avec les Calvert. On a donc décidé de creuser cet aspect de l'affaire. Ledbetter dit aux enquêteurs qu'il est rentré chez lui vers 20h30 et qu'il n'est plus ressorti avant le lendemain. Tandis qu'elle vérifie ses dires, la police reçoit une information. On nous a appelés pour nous dire qu'il avait été interpellé par la sécurité du Sea Pines Center et qu'il avait reçu une amende. Une infraction au code de la route après minuit le soir de la disparition. Je me suis dit, oh là là, ils avaient emprunté une camionnette. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec cette camionnette? La police y regarde de plus près. Ce n'était pas la nuit de la disparition. C'était la nuit précédente, après minuit. 18 heures avant la disparition des Calvert. L'associé transportait des meubles et c'était tout. Ça n'avait rien à voir avec le rendez-vous entre les Calvert et Gerwing. Ce n'était toujours pas la bonne piste. Mais Robert Ledbetter oriente les enquêteurs vers la seule personne qu'il a vue dans les locaux quand il a quitté son bureau. Cet employé de Dennis Gerwing m'a dit que le jour où les Calvert ont été vus pour la dernière fois, Dennis lui avait proposé de le suivre en voiture jusque chez lui. Une fois arrivé, il est entré quelques instants et il est ressorti sans rien à la main. Et il est monté dans sa voiture à elle. Le 3 mars, soit le jour de la disparition, ils se sont arrêtés devant un magasin de Hilton Head et il a acheté 3 bâches de protection de 2 mètres sur 3. Il a dit qu'il avait de la peinture à faire, mais personne parmi les gens que nous avons interrogés ne nous a dit que c'était quelqu'un de manuel. Il n'avait absolument pas de projet de la sorte. Une bâche de protection, ça peut servir à se débarrasser d'un corps. On l'enveloppe dedans et personne dans les alentours ne se rend compte de quoi que ce soit. On se dit que c'est un vieux tapis ou autre que la personne doit jeter. Il a acheté les 3 bâches 1 heure environ avant de retrouver les Calvert. Ensuite, avec son employé, ils sont revenus au Sea Pines Center. Et elle lui a proposé de l'aider à transporter les bâches. Mais il a dit « Non, c'est bon, je m'en occupe ». L'employé a ajouté que vers 17 h, Dennis lui a dit de rentrer chez elle. « À demain », il lui a dit. Les enquêteurs se procurent les relevés de téléphone portable de Dennis Gerwing et reprennent son interview initiale. Lors de cette interview, il nous avait dit qu'après le rendez-vous avec les Calvert, il s'était arrêté en chemin pour acheter de l'essence. Sur la vidéo de la station-service en question, on le voit acheter un billet de loterie. Selon les images de vidéosurveillance, Dennis Gerwing est passé à la station-service à 19h40, soit, si on l'en croit, 1 heure après avoir quitté son travail. Les horaires qu'il nous avait indiqués et ceux qu'on a réussi à déterminer ne collaient pas. Donc à un certain moment, dans un coin de votre tête, vous vous dites... Dennis Gerwing affirme aussi aux enquêteurs qu'après avoir dîné chez lui, il s'est rendu en voiture dans une pharmacie. Il s'était coupé la main chez lui avec une bouteille de vin. On est revenu sur cette entaille à la main. Il a dit qu'il était allé acheter des pansements à la pharmacie vers 22 h ce soir-là. On a en effet rapidement pu confirmer qu'il s'était bien rendu là-bas pour en acheter. Sur la vidéo du magasin, on peut voir qu'il a un problème à la main. Mais on a creusé la question et on a constaté qu'en fait, il s'était rendu là-bas vers 19h20, 19h30. Soit 3 heures plus tôt que ce qu'il a affirmé. Et moins d'1 heure après son rendez-vous avec les Calvert.
Il s'est passé quelque chose qu'on ignore avec les Calvert. Et juste après, il est allé à la pharmacie avec son entaille. Cette coupure, il se l'était faite à son travail au Sea Pine Center, pas chez lui. Et il est retourné dans la même pharmacie acheter des gants en latex. Les gants en latex, c'est un grand classique des gens qui commettent un crime. Ça permet de ne pas laisser d'empreintes digitales latentes ni d'ADN de contact. Les enquêteurs veulent savoir ce qu'il s'est vraiment passé dans le bureau de Dennis Gerwing ce soir-là, et s'en remettent pour cela aux images de vidéosurveillance. On a répertorié toutes les enseignes du centre et on a visionné la vidéo d'un restaurant dans lequel Dennis Gerwing s'était rendu vers 1 h du matin. Si les images ne disent rien du rendez-vous avec les Calvert, ni du fait que leur téléphone était éteint, elles montrent toutefois un comportement étrange de la part du comptable. Il faisait des allers-retours incessants entre le restaurant et le parking qui est derrière le centre. Il n'était pas dans son état normal. La police reçoit ensuite le relevé de ses appels téléphoniques, ce qui ne fait que renforcer ses soupçons. Il a éteint son téléphone portable pendant 12 heures d'affilée, le jour où Elizabeth et John Calvert ont disparu. C'était intentionnel. On ne pouvait plus le pister grâce au GPS. Il était parfaitement conscient qu'il lui fallait absolument éteindre son portable, faute de quoi il risquait d'être repéré. Pendant ce laps de temps de 12 heures, il a pu emporter les corps quelque part, sans que personne puisse savoir où. Ce nouvel élément vient s'ajouter à la longue liste des activités suspectes de Dennis Gerwing ce soir-là. Les gants en latex, les bâches, l'entaille à la main. On avait de plus en plus de soupçons à son égard. Qu'est-ce qu'il ne nous disait pas sur son rendez-vous avec les Calvert? À partir de ce moment-là, on disposait d'assez d'éléments pour pouvoir perquisitionner son domicile. Le 8 mars, soit près d'une semaine après la disparition du couple, les enquêteurs fouillent le domicile du comptable à la recherche de preuves. On n'a pas trouvé les bâches ni les gants en latex qu'il avait achetés le jour où John et Elizabeth ont disparu. Mais les enquêteurs mettent la main sur autre chose. Une pelle avec un peu de terre dessus, comme si quelqu'un avait creusé dans un sol mouillé. On aurait dit qu'il avait voulu se débarrasser d'un corps. On a aussi trouvé un étui de revolver dans un placard de la chambre à coucher. Un étui vide. Trouver un étui de revolver vide dans le cadre d'une perquisition quand on enquête sur la disparition de 2 personnes, c'est pour le moins digne d'intérêt. Les enquêteurs s'aperçoivent alors qu'il manque un élément décisif dans la maison. Dennis nous avait dit qu'il s'était coupé avec une bouteille de vin. Or, il n'y avait aucune trace de bouteille qui se serait cassée en tombant par terre. Pas de taches, pas d'éclaboussures, rien. La poubelle n'avait pas été vidée. Et s'il y avait eu une bouteille cassée dedans, on l'aurait vu. Dennis s'était donc bien blessé, mais on ne savait pas comment. Une entaille à cet endroit-là de la main, ça pouvait venir de la glissière d'un pistolet automatique. Donc c'était un élément intéressant. Les preuves contre le comptable s'accumulent. Arrivé à ce stade, on avait l'intention de le déclarer publiquement suspect potentiel dans la disparition des Calvert. Le shérif Tanner avait programmé une conférence de presse pour le 11 mars. La diffusion de cette nouvelle faisait partie de notre stratégie. C'était destiné à encourager les personnes qui connaissaient Dennis à nous donner des informations, alors qu'elles n'osaient peut-être pas le faire jusque-là. Mais ça a été annulé. Au moment même où les enquêteurs s'apprêtent à faire de Dennis Gerwing leur suspect officiel, une nouvelle tombe. Un corps avait été retrouvé. By the sheer number of people that turned out tonight,
It's obvious the Calvert's disappearance has rocked this once quiet community. Some here knew the Calverts well, others did not, but they were all here for one common goal, to stand strong together and find strength in each other. Une veillée aux chandelles était organisée sur le port pour John et Liz. Et au même moment ou presque, on était sur place auprès du corps en question. Pendant cette veillée, tout d'un coup, plusieurs de mes collègues ont disparu. Ils sont partis en courant. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? On a appris qu'ils avaient retrouvé un corps. Une découverte à laquelle personne ne s'attendait. Dennis avait demandé à ses collègues s'il pouvait s'installer dans une des villas qu'il louait, le temps que son domicile soit nettoyé. Et à partir de là, plus personne n'a réussi à le joindre. Personne ne savait où il était. Ses associés se sont alors munis de la clé de la maison dans laquelle il s'était installé. Ils sont entrés et sont montés au premier. La porte de la salle de bain était fermée à clé. Ils ont regardé tout autour et ils se sont dit que quelque chose était arrivé à Dennis. Ils ont alors appelé la police. Ils ont forcé la serrure de la porte de la salle de bain. Dennis était là, mort. Beaufort County Sheriff P.J. Tanner says that Gerwing was found in the bathtub. The cause of death? Several cuts on his neck, wrist, and thigh. The weapon was at the crime scene. It was in the bathtub with Dennis Gerwing. The weapon, a knife taken from inside the condo where Gerwing was staying. On s'est bien sûr demandé s'il s'était suicidé ou si quelqu'un l'avait assassiné. Selon le département de médecine légale de l'Université de Caroline du Sud, il s'était infligé des lacérations avec un couteau. Investigators also found 2 prescription pill bottles, an empty bottle of wine, and 2 handwritten notes, one written on a bed sheet and the other left in the bathroom. Dans les mots qu'il a laissés, il expliquait qu'il avait détourné plus de 2 millions de dollars qui appartenaient à ses clients, parmi lesquels il y avait John et Elizabeth Calvert. Les Calvert ont perdu dans les 200 000 dollars. The evidence was piling up, but then Goering killed himself, leaving behind no answers, only 2 suicide notes. P.S. I have acted completely alone in all actions committed. I knew the risk of this happening and believe taking myself out of the game is the best way to move everyone as quickly as possible past all events. All anger should be directed towards me. Burn my body and dispose without service. It happened in SPC, which is Sea Pine Center. Je pense que ce que Dennis disait d'important dans les mots qu'il a écrits avant de se suicider, c'est que tout s'était passé au Sea Pine Center. Tout avait eu lieu là-bas. Et en disant ça, il voulait parler du moment où les Calvert étaient passés de vie à trépas. On espérait trouver la preuve qu'il était impliqué dans la disparition de John et d'Elizabeth Calvert. Mais ce qu'il a laissé derrière lui ne disait rien de ce qui était arrivé au couple, ni de l'endroit où il se trouvait. Mais vous savez, il n'a jamais nié, à aucun moment, qu'il avait quelque chose à voir avec la disparition de John et d'Elizabeth. Sheriff Tanner says what they have on Goering is circumstantial, but that everything is factual, and it starts the night the Calverts went to meet him to discuss financial irregularities Elizabeth Calvert found in his work, possibly giving Goering a motive for murder. Money does some evil things to a lot of people. I mean, right now, you would have to look at the fact that mainly Liz was basically pulling the plug or identifying Dennis for what he was. On a appris par des connaissances à lui et au travers de relevés financiers que Dennis Gerwing appréciait la compagnie des femmes qui font commerce de leur charme. On a aussi appris qu'il aimait les jeux d'argent et qu'il était du genre à vivre un peu au-dessus de ses moyens. Et c'est ça qui nous fait penser
qui nous permet même d'être à peu près sûrs que c'est à ces activités qu'était destiné l'argent manquant sur les comptes de John et d'Elizabeth, ainsi que sur ceux d'autres clients. Even if the sheriff's department says all the evidence does point to suicide, the people who knew Gerwing well say they still have a hard time believing it. Like Peggy Wieters, she's known Gerwing for 20 years. She never thought he would do something like this. I think it's bizarre, to say the least. I think he must have had a lot going on, that people didn't know about for it to get that far. C'était un membre respecté de la communauté. Donc on peut imaginer qu'il se soit senti acculé, qu'il ait été impliqué dans la disparition des Calvert, et que, de ce fait, il ait mis fin à ses jours. Les choses étaient en train de s'effriter tout autour de lui. Je pense que c'est lui qui a fait ça. Lors du rendez-vous avec les Calvert ce soir-là, il a fait un choix. Il a commis ce crime. Et il n'a pas pu continuer à vivre après. La pelle avec la terre mouillée dessus, son téléphone qu'il a éteint pendant 12 heures, plus tout le reste. Je pense pour ma part que les corps de John et d'Elizabeth se trouvent à 6 heures environ du comté de Beaufort, dans une zone rurale connue de Dennis Gerwing et de lui seul. Et je pense qu'on les retrouvera un jour. Je pense qu'on a mené une enquête très poussée et qu'on a, pour ma part, absolument rien négligé. Qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est une question que je continuerai toujours de me poser. Mais ça fait partie du métier. J'ai arrêté le journalisme il y a environ 7 ans. Mais c'est une histoire qui continue vraiment à me hanter, parce qu'elle a complètement bouleversé la communauté que nous formions. Et j'espère de tout cœur qu'un jour, on parviendra à déterminer ce qui est arrivé à John et Elizabeth Calvert. On ne les a pas oubliés. Ce qui me manque, c'est tous les moments qu'on passait ensemble. On s'entendait vraiment bien. Passer du temps avec des gens à la fois élégants, séduisants et drôles, c'est un véritable bonheur. Et je regrette que ça ne soit plus possible.